un succès, je crois. Pour moi, c'est suffisant. Merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Kwame Frigo et je suis présidente d'Opium Philosophie, une association interuniversitaire de philosophie qui publie notamment une revue annuelle. Et vous avez ici le dernier numéro en avant-première, puisque la soirée du lancement de la revue aura lieu demain soir. Et donc nous avons décidé de publier, Ricardo, quelques haïkus parisiens. Et le premier paradoxe que vous pouvez peut-être soulever, c'est l'idée de publier des haïkus, donc de la poésie, dans une revue de philosophie. Alors qu'on sait que la philosophie et la poésie se sont souvent historiquement opposées. Et ce qui nous a intéressé, justement, c'était, comme l'évoquait Johanna, déjà cette spécificité du haïku qui est une sorte de photographie et de vision du réel. Donc il n'y a pas du tout ni de réflexion ni d'abstraction, comme tu le disais. Et ça nous a vraiment intéressé comme point de départ de réflexion et également comme contrepoint à toute la théorie qu'on a mis dans cette revue. Il y a également dans la poésie de Ricardo une forme, si ce n'est d'optimisme, de bien-être dans la ville. Et le thème de notre revue est la ville. Et on a eu beaucoup de contributions étudiantes qui évoquaient toutes les contraintes qu'induisait de vivre dans une ville et toute la violence qui pouvait découler de la ville. Et c'est vrai qu'avec Ricardo, on a beaucoup apprécié cette forme de contemplation de la ville, comme si elle était une autre forme de la nature, cette réappropriation. Et je pense que appropriation est vraiment le bon terme, au sens où on ne sent aucune oppression par la ville, on sent une forme de bien-être intérieur qui sélectionne des morceaux de la ville, les morceaux qui peuvent s'allier de manière productive à des sentiments, à des émotions. Et donc ça participe à ce qui nous a beaucoup plu dans les haïkus parisiens de Ricardo. Donc notre revue tente également de faire dialoguer philosophie et art. Donc on vous laissera feuilleter la revue, vous verrez qu'il y a beaucoup de contributions graphiques et photographiques, il y a beaucoup de dessins. On travaille en partenariat avec des élèves de l'école du Louvre et des Beaux-Arts. Et donc on avait également à cœur de proposer un dialogue entre des textes théoriques et d'autre part de la poésie. Et enfin, ressort des haïkus de Ricardo une forme vraiment d'amour de la ville, ou du moins de bien-être dans la ville, qui nous a vraiment émus et qui, à nos yeux, participait vraiment à l'équilibre général d'une revue qui tente de mêler philosophie et art sur la ville. Voilà. Donc vous retrouverez ces haïkus à la page 6 de la revue. Donc on vous la fera placer peut-être à la fin. Oui. À la fin, au début, je ne sais pas encore. Avant que je prenne la parole pour expliquer mon vécu personnel, je vais laisser Guillaume dire quelque chose, quelques mots. Parce que c'est un collègue à moi en philosophie. Et comme c'est une bibliothèque de philosophie, j'ai trouvé qu'une interprétation aussi analytique de ce que j'écris n'était pas en trop. Et que c'était à lui à partager aussi la parole avec mes collègues étudiants. Merci Ricardo. Donc, je suis Guillaume Alberto et puis je ne sais pas sur quelle, je dirais pas légitimité, mais à partir de quel principe je peux aborder les haïkus. Une interprétation philosophique, ce serait beaucoup dire.
même si en même temps ça ne dire pas grand chose. Alors certains diront que c'est peut-être la définition la meilleure de la philosophie, mais en tout cas, quand Ricardo m'a fait partager ses poèmes, j'ai fait mon petit parcours à l'intérieur du texte, et c'est peut-être tout simplement en toute modestie et en démonstration de ma modestie que je vais partager ce parcours avec vous, pour vous ouvrir un petit peu, peut-être faire une proposition de comment on peut entrer dans le texte, comment on peut l'appréhender, qu'est-ce qu'il peut en sortir pour soi et dans son contact avec la ville, avec les mots. Parce que les premiers instants, moi je ne connaissais pas du tout le haïku, donc c'était un petit peu déroutant. Quand on commence à découvrir le haïku, c'est très court, c'est 17 syllabes, alors on a l'impression que c'est un tweet ou on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis on se dit, est-ce que c'est banal ou est-ce que c'est quelque chose de profond, de profondément banal ou de banalement profond, on ne sait pas trop. Et finalement, quand on lit, quand ça s'accumule, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui arrive, et on finit par construire une histoire. Et moi j'ai écrit une histoire avec les haïkus de Ricardo. Je me suis fait mon histoire, qui est partiellement vraie, puisque j'en ai discuté avec l'auteur après. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à partager un peu des sensibilités sur les lieux. Et une chose très importante, c'est que son histoire m'a convaincu. C'est qu'à la fin, je partageais parfois la même interprétation de lui, je n'avais pas du tout vu, et c'est comme si je me découvrais aussi. Bonjour. Alors, procède. Voilà. Donc la première chose qui m'a fait rentrer vraiment, je prends mes petites fiches, la première chose qui m'a fait vraiment entrer dans le texte, c'est quand je me suis dit, c'est marrant parce que dans chaque vers, on dirait qu'il y a un objet. Chaque vers parle d'un objet, et le poème, le haïku en entier, parle d'un lieu, d'une place. C'est quelque chose qui construit des objets. Un haïku, c'est quelque chose qui construit un lieu sur lequel des objets se rassemblent, discutent, entrent en collusion. Modifié Grenelle, perdu dans le bleu du ciel, oiseau sur l'antenne. Et donc, comme dans celui-là, on a l'impression que les objets entrent organiquement, harmonieusement en dialogue, alors que dans d'autres poèmes, on a l'impression qu'ils vivent une vie parallèle, qu'ils sont beaucoup plus indifférents l'un à l'autre. Les objets sont là, ils sont posés, mais ils ne s'intéressent pas vraiment aux activités des autres. La tour à l'horloge. Les heures s'écoulent, tandis que les trains s'en vont. Voilà, donc dans celui-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a à la fois l'horloge, on a l'heure, on a les trains. On sait que ça se passe au même moment, mais finalement, chacun vit sa vie, l'horloge, les heures, les trains. C'est des objets qu'on a construits. Dans chaque vers s'occupe d'un objet, place un objet. En même temps, c'est le lieu, c'est le voyage. Mais en même temps, il n'y a pas de dialogue. Il y a une opacité entre les objets. Et quand je rentrais un peu plus dans le texte, dans les haïkus, que je faisais ma sélection mentale, que je repérais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait plus, ce qui me parlait vraiment, je commençais à sentir une teinte mélancolique, le sentiment que cette place sur laquelle on construisait des objets, ce lieu, était un lieu qui faisait fond sur du vide, comme si c'était une place sur laquelle il n'y avait rien, et que petit à petit on assemblait des objets, on assemblait des vers, des mots, pour construire quelque chose sur un lieu qui à la base était un désert, un espace complètement vide. Vers la cheminée, il y avait un arbre de la même taille. Et petit à petit, plus on monte dans la ville, on passe de la rive gauche à la rive droite, on passe à notre piquet, on passe à un endroit qu'on connaît tous plus ou moins, ou alors quand on ne les connaît pas, on a envie d'y aller ou d'y retourner. Et toute la ville devient empreinte d'une sorte de vide, de mélancolie. Tout ça est très beau parce que c'est quand même Paris. C'est des rues qui sont magnifiques, des endroits qui sont beaux, avec des petites choses, des petits objets qui se parlent. Et en même temps, on a l'impression que ça se parle, ces objets arrivent, se construisent, viennent en même temps. Mais au fond, il y a un vide, il y a quelque chose. Ces objets sont là, se répondent les uns aux autres, prennent place sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est du rien, c'est de la mélancolie, c'est du passé. Depuis ton absence, la Bastille n'est plus qu'une place, et l'ange n'est plus qu'un ange. Et après, alors là, je dirais que je suis en train de commencer une psychanalyse collective, mais j'avais le sentiment que quand on lit les haïkus, dans certains, on a un personnage, celui qui parle, qui s'adresse à quelqu'un d'autre, et c'est comme si les lieux dont on parle, les lieux qu'on construit avec le texte, c'était des lieux sur lesquels les deux personnages étaient allés ensemble,
et sur lesquels la personne à qui on s'adresse les haïkus n'est plus là. Les objets ne sont plus là et la personne n'est plus là non plus. Péniche l'improviste. Je réponds à qui demande qu'elle m'est inconnue. Et finalement, on ne sait plus, par exemple dans ce texte-là, quand il dit « je réponds à qui demande qu'elle m'est inconnue », on ne sait plus si c'est elle, l'amante, l'amoureuse qui est inconnue, ou si c'est la péniche, qui s'appelle l'improviste d'ailleurs, qui est inconnue. Et on a l'impression que le texte, enfin j'ai l'impression que le texte, je vais pas me cacher derrière le roi et le guerrier, que le texte est là pour rappeler, en souvenir, la rappeler à elle. Et pourquoi il y a ce vide, pourquoi ces objets ne sont pas là, parce qu'elle n'est plus là, et les objets, les lieux qu'on a traversés ensemble, on veut les faire renaître, et l'activité d'écrire, c'est la volonté de faire renaître ces lieux, de faire renaître ces objets, ces places qui ont disparu. Et finalement, le fait qu'on puisse plus savoir qui de la péniche ou qui de la demoiselle disparue est inconnu, montre que la volonté rebelle d'écrire pour se souvenir de quelqu'un à travers des objets, des places, ne fonctionne plus très bien et qu'on ne sait plus qui est quoi, on ne sait plus quels sont les objets, il y a une sorte de confusion et la ville devient à la fois une forteresse vide et confuse. Corbeau immobile, sur l'antenne où jadis se perdait un oiseau. Donc là, petite interprétation romantique, le corbeau, la mort. Avant, il y avait un oiseau, quelque chose qui était présent, et il n'y a plus rien, il n'y a plus que cet oiseau, enfin ce corbeau immobile, alors qu'avant, il y avait quelque chose. Ce quelque chose n'est plus, cet amour n'est plus, cet objet n'est plus, et cette ville est presque plus là. Et même, je dirais, on pourrait presque dire que l'écriture est passée, et ça revient un peu à ce que tu disais, Johanna, sur le côté passager du haïku. Il y a quelque chose de passager aussi dans l'écriture, de passager dans l'amour, de passager dans la ville, dans les rues, dans les choses qu'on voit quand on se promène dans la rue, quand on flâne, quand on se perd quelque part. Et ben quand on se perd en amour, quand on se perd dans la ville, il y a quelque chose de passager, et je trouve que oui, on ne parle pas des éléments de la nature, on ne parle pas de la neige, on ne parle pas des cerisiers, mais on parle de cet amour, de ces figurances urbaines qui ont disparu, et c'est pour ça que j'ai aimé mon parcours avec Ricardo dans cette petite ville de Paris. J'ai beaucoup aimé dîner avec toi hier. Ah, raconte à tout. Je vais raconter quelque chose. Non. Je ne lis pas mes haïkus. C'est comme ça. C'est peut-être un défaut, mais je ne lis pas. Et je remercie Carole de les avoir lus et de peut-être en lire quelques-uns par la suite, après que j'ai lu quelques mots, sans autre commentaire que la seule lecture. Alors j'ai eu la révélation de Carole que je suis allé voir à la Maison de la Poésie il y a quelques jours, où il avait fait une mise en scène d'un casting atelier, l'inverse, atelier casting. Il était très très bien, il a très bien joué et je me suis dit c'est lui. Bon. Ce que j'avais à dire, c'est que la raison pour laquelle je me suis entouré de belles personnes pour m'aider à parler, c'est que il y a d'un côté, pour ainsi dire, la théorie, et moi, ce que je suis venu vous raconter, c'est un peu l'histoire de ma folie, en fait. De la folie qui a été mienne pendant 2-3 ans, parce que j'ai mis 2-3 ans à le faire. Je ne faisais pas que ça dans la vie, mais je faisais souvent ça. Et à la fin, j'ai vécu ça, pas comme quelque chose de machinal, j'ai vécu ça un peu comme une espèce de folie, quoi. Mais pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'être à la chasse au haïku, donc à la chasse à une manière d'être de mon quotidien qui me forçait à prendre tel ou tel choix, telle ou telle décision plutôt qu'autre chose, à me transformer moi-même pour avoir cette voix dont j'avais l'impression qu'elle me venait de l'extérieur, même si elle peut très bien, enfin elle vient de moi. C'est pour ça que moi je ne l'ai pas vécu ainsi, je l'ai vécu d'une façon un peu folle. Voilà, c'est ce que je suis venu vous raconter aujourd'hui. Alors tout a commencé en 1980. Tout a commencé en 2012. Je suis revenu du Mexique. Et non, tout a commencé en 2008. Quand je venais d'arriver en France, je suis arrivé en France en 2005. Et en 2008, une personne de très proche à moi, et nous étions à la campagne, m'a dit
J'ai vu une herbe folle, et quand j'ai su son nom, je l'ai trouvée belle. C'était le premier haïku de ma vie. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, nous regardions des herbes folles. Et j'étais séduit par ce poème. Puis le temps est passé, j'ai appris à parler français, et je n'ai plus eu écho des haïkus de la culture japonaise en général. J'ai oublié. J'ai oublié ce souvenir, j'ai enfui ce souvenir. Puis, quelqu'un qui est présent dans cette salle, qui s'appelle Quentin, m'a prêté un livre qui s'appelle Les versets sataniques de Salman Rushdie. Et voilà, blanc révélation, je me suis mis à lire beaucoup. Je n'ai pas arrêté de lire depuis. Et alors qu'avant j'avais lu Harry Potter, puis j'avais arrêté. Et, le problème avec ça, c'est qu'Harry Potter c'est très bien, moi je respecte beaucoup et je conseille. Oui. Mais aussi, comme c'est un livre pour enfants et gens adolescents, il y a quelque chose de plus digeste dans Harry Potter, je trouve. Un élément qui nous fascine de la lecture, mais qu'on peine à retrouver par la suite quand on s'attaque à une littérature plus sérieuse, on va dire ça comme ça, parce que la littérature plus sérieuse, entre guillemets, est parfois moins digeste, en tout cas. Elle est plus lente et elle est plus à réfléchir, plus à méditer. Donc je n'avais jamais réussi à franchir le cap, même si j'avais envie de le faire. Et un jour j'ai lu les versets sataniques, et c'est un livre qui parle de l'immigration, je suis moi-même un immigré, donc j'étais peut-être sûrement identifié avec ça. J'étais fasciné par ce livre, je n'ai pas arrêté de lire. Mon projet d'écrire est venu en même temps. Et donc, il y a quelque chose qui a commencé. J'ai commencé à tenir un journal intime, etc. Mais pas de haïku, toujours pas de haïku. Puis, un jour, arrive Noël, et j'étais dans un appartement qui appartenait à la personne en question qui, des années auparavant, m'avait dit le haïku que je vous ai dit. Et le souvenir m'est surgi des profondeurs de ma mémoire. Il a surgi en moi comme un destin, si vous voulez. Et parce que j'ai retrouvé sur un guéridon dans le salon de cet appartement un petit recueil d'haïkus. Et ce recueil avait des haïkus de Basho et d'un tas de personnes dont je ne me rappelle plus du nom. Et il était divisé en saisons, oui. Printemps, été, automne, hiver. Et une cinquième partie qui parlait des haïkus en ville. Alors, je me rappelle d'un très bien qui disait « Mon père est mort aujourd'hui, je pète encore. » Voilà, celui-là il m'avait assez marqué. Non pas que je l'aime, je ne l'aime pas, je trouve un peu dégueulasse, quoi. Mais c'est le but. Donc, il faut respecter, je respecte. Voilà. Et pourquoi les haïkus? Alors, ça n'explique pas encore pourquoi les haïkus. Il y a un troisième élément. Moi, je marche beaucoup par trois, parce que je suis un mec comme ça. Du coup, un jour, étant repris de lecture, étant féru de littérature, je suis allé à la fête du livre, porte de Versailles, un jour, et j'ai acheté Les pauvres gens de Dostoïevski, parce que je commençais à beaucoup aimer les auteurs russes. J'ai acheté Le journal d'un fou de Gogol. Il y avait dans ce livre-là, il y avait le nez et le manteau. Et j'ai acheté ça. Alors voilà, destin. Paf. Petit manuel pour écrire des haïkus. Donc j'ai considéré à partir de ce moment-là que ma carrière d'écrivain était prête à commencer et que donc je pouvais songer à marquer les pages de l'histoire. Voilà, donc j'ai commencé, je me suis dit, voilà qui est bien, voilà qui est un beau projet. Et c'est très bien parce que quand on écrit ou quand on fait quoi que ce soit, je pense qu'on a besoin, plus que de la liberté de choix, on a besoin de quelque chose qui s'impose à nous comme une nécessité. Un sujet qu'on dit c'est mon sujet. Je pourrais faire tout et n'importe quoi, mais non, je ne veux pas faire tout et n'importe quoi, je veux faire ça. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, il y a une raison à ça aussi, c'est que j'ai toujours eu des problèmes de rigueur dans ma vie. Je n'arrivais jamais à être concis, ni à m'expliquer clairement, ni à dire ce que je voulais dire. Je tournais toujours autour du pot, je tergiversais, et ce n'était pas fait exprès, c'était quelque chose que je subissais. Et le haïku est arrivé à moi comme un exercice de discipline et de dépassement de moi-même, parce que c'est un poème qui impose sa métrique, 17 syllabes, et qui non seulement impose sa métrique, qui est très, très bref, tout le contraire de moi, de ce que j'étais,
et qui impose aussi un sujet, et un sujet dans une spécificité qui est la spécificité de l'observation, donc du silence intérieur face à la parole de l'extérieur, si vous voulez. Alors que moi, tout ce que je savais faire quand je voulais écrire, c'était m'expliquer, m'attarder sur les choses que je ressentais. Alors c'était bien, on est bien quand on écrit des choses comme ça, mais donc je trouvais dans le haïku l'image de ce que je n'étais pas, et j'ai voulu, pour cette raison, me lancer dans l'aventure. Alors je l'ai fait. J'ai commencé un jour à écrire un haïku, et comme cadeau de bienvenue, la réalité m'a offert mon premier haïku. C'est ainsi que je l'ai vécu, encore une fois, je romantise et tout. J'étais dans la chambre de bonne, à la Montpiquet, dans un 8e étage, sans ascenseur. Je regardais par la fenêtre, au passé simple, je regardais par la fenêtre, soudain, et j'ai vu un grand ciel bleu, très ample, sans une tache, et j'ai vu une antenne, et très bien, elle était très belle, c'était une antenne verticale avec 3-4 petites antennes horizontales, vous voyez, un truc bien beau, il n'y avait pas de câble, elle était là quoi, sur le ciel imprimé, c'était très agréable, et dessus il y avait un oiseau qui avait l'air perdu. Et j'ai pas eu à réfléchir mon haïku, c'était Montpiquet Grenelle, perdu dans le bleu du ciel, oiseau sur l'antenne, 17 syllabes, je vous jure. Hein. C'est vrai. Alors, croyez-y ou non, voilà. Donc j'ai commencé à comprendre que mes haïkus, il ne fallait pas que je les invente. Je n'ai pas passé des années à faire... Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Ce que je veux partager avec vous, c'est que... deux choses. Mes haïkus, je les ai reçus. Je crois les avoir reçus de la vie, quoi. Ce n'est pas moi qui me suis assis dans mon bureau à les inventer. C'est pas moi qui ai joué avec plein de mots tout le temps pour voir ceux qui rendaient bien ou pas. J'ai l'impression d'avoir vécu mes haïkus un par un, et par conséquent, chaque haïku représente une anecdote, une expérience vécue réelle. Je peux vous expliquer n'importe lequel. Je vous lis un. Taureau dans le cœur. Vos regards fougueux invitent mon corps à la vie. Taureau dans le cœur. C'était mon horoscope de ce jour-là. Je suis Scorpion. J'avais lu que j'avais un taureau dans le cœur. Taureau dans le cœur. 5 syllabes. C'est comme ça. Puis, c'est comme ça. Puis, j'étais en Vélib, boulevard Richard Lenoir, et j'ai passé le chemin de 3 filles, très jolies, et j'avais l'impression qu'elles m'avaient regardé.